Lorsque M. Hiram B. Otis, le ministre américain, acheta le domaine de Canterville Chase, tout le monde lui dit qu'il faisait une bêtise énorme, car il n'y avait pas le moindre doute que le manoir fût hanté. En fait, Lord Canterville, lui-même scrupuleusement pointilleux en matière d'honneur, avait estimé de son devoir d'en parler à M. Otis quand ils en arrivèrent à discuter les conditions de la vente. « Nous n'avons plus voulu habiter l'endroit, dit Lord Canterville, depuis que ma grande-tante, la duchesse douairière de Bolton, a été effrayée au point de s'évanouir, elle ne s'en est jamais bien remise, du fait que 2 mains de squelette se sont posées sur ses épaules au moment où elle s'habillait pour le dîner. Et je me sens obligé de vous dire, Monsieur Otis, que le spectre a été vu par diverses personnes de ma famille actuellement en vie, ainsi que par le recteur de la paroisse, le révérend Augustus Dampier, qui est diplômé de King's College de Cambridge. Après cet accident malencontreux survenu à la duchesse, aucun de nos jeunes domestiques n'a voulu rester auprès de nous, et il est arrivé souvent à Lady Canterville de passer des nuits presque blanches en raison des bruits mystérieux provenant du couloir et de la bibliothèque. « Lord Canterville, répondit le ministre, je suis prêt à prendre le mobilier et le fantôme à leur valeur estimée. Je viens d'un pays moderne où nous avons tout ce que l'argent peut acheter, et avec notre remuante jeunesse qui agite le vieux monde, lui enlève ses meilleures actrices et ses cantatrices de marque, je pense que si tant est qu'il y eût un fantôme en Europe, nous l'aurions bien vite chez nous, dans un de nos musées publics, ou en tournée pour l'exhiber. Je crains que le fantôme n'existe bel et bien, dit Lord Canterville en souriant, bien qu'il puisse avoir résisté aux propositions de vos impresarios entreprenants. Il est connu depuis 3 siècles, depuis 1584 en fait, et il fait toujours son apparition avant la mort d'un membre de notre famille. Ma foi, il en est de même du médecin de famille, Lord Canterville. Mais de spectre, il n'en existe pas, monsieur, et j'imagine que les lois de la nature ne vont pas être suspendues pour l'aristocratie britannique. Vous êtes certainement très nature en Amérique, répondit Lord Canterville, qui ne comprit pas très bien la dernière observation de M. Otis. Et si vous ne voyez pas d'inconvénient à la présence d'un fantôme dans la maison, tout va bien. Mais vous voudrez bien vous souvenir que je vous ai averti. Quelques semaines après cet entretien, l'acquisition fut effectuée, et à la fin de la saison, le ministre et sa famille s'installèrent à Canterville Chase. Madame Otis, qui, sous le nom de Miss Lucrezia R. Tappan de West 53 Street, avait été une beauté célèbre de New York, était à présent une fort belle femme, entre 2 âges, avec de beaux yeux et un profil superbe. Beaucoup d'Américaines, lorsqu'elles quittent leur pays, affectent d'avoir une maladie chronique en pensant que c'est une forme de raffinement européen. Mais Madame Otis n'est jamais tombée dans cette erreur. Elle avait une constitution magnifique et l'instinct animal tenait chez elle une grande place. En fait, par beaucoup de côtés, elle était tout à fait anglaise et elle constituait un excellent exemple de ce fait que nous avons vraiment tout en commun avec l'Amérique, hormis, bien entendu, la langue. Son fils aîné, prénommé Washington par ses parents dans un instant de patriotisme, qu'il ne cessait de regretter, était un jeune homme aux cheveux blonds, assez beau garçon, qui avait gagné sa place dans la diplomatie américaine en ouvrant le bal au casino de Newport durant 3 saisons consécutives. Et même à Londres, il était connu comme excellent danseur. Les gardénias et l'aristocratie étaient ses seules faiblesses. Pour tout le reste, il était extrêmement sensé. Miss Virginia E. Otis était une fillette de 15 ans, souple et charmante comme un faon, avec une belle liberté dans ses grands yeux bleus. C'était une Amazone remarquable, et elle avait un jour fait la course sur son poney avec le vieux Lord Bilton, parcourant 2 fois tout le circuit du parc et gagnant d'1 longueur et demie juste en face de la statue d'Achille, au grand ravissement du jeune duc de Cheshire, qui avait sur le champ demandé sa main.
et avait été renvoyé le soir même à Eton par ses tuteurs en versant des torrents de larmes. Après Virginia venaient les jumeaux, qu'on appelait habituellement les Stars and Stripes, car ils recevaient constamment des corrections. C'étaient des garçons charmants, et à l'exception du digne ministre, les seuls républicains authentiques de la famille. Canterville Chase, étant situé à 11 km d'Ascot, la gare de chemin de fer la plus proche, M. Otis avait télégraphié pour qu'une voiture les attende, et ils se mirent en route, pleins d'entrain. C'était une splendide soirée de juillet. L'air était rempli de l'odeur des pins. De temps à autre, ils entendaient un pigeon ramier roucouler ou apercevaient, profondément tapis parmi les fougères bruissantes, le poitrail bruni du faisan. Les petits écureuils les observaient du haut des hêtres tandis qu'ils passaient, et les lapins s'enfuyaient à travers les forêts, et par-dessus les tertres moussus, la queue blanche dressée en l'air. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'avenue de Canterville Chase, toutefois, le ciel se couvrit de nuages. Un calme bizarre parut s'emparer de l'atmosphère. Un grand vol de corneilles passa silencieusement au-dessus de leur tête, et, avant qu'ils n'eussent atteint la maison, il était tombé quelques grosses gouttes de pluie. Debout sur le perron, pour les recevoir, se tenait une vieille femme, soigneusement vêtue de soie noire, avec un bonnet et un tablier blanc. C'était Madame Humney, la gouvernante, que M. Otis, devant l'insistance de Lady Canterville, avait consenti à conserver dans sa situation antérieure. Elle leur fit à chacun une profonde révérence à mesure qu'ils descendaient de voiture et dit, d'une voix curieusement démodée, « Je vous souhaite la bienvenue à Canterville Chase. » À sa suite, ils traversèrent le beau vestibule Tudor et entrèrent dans la bibliothèque, pièce longue et basse, lambrissée de chêne noir, au fond de laquelle il y avait une grande fenêtre à vitrail. Ils y trouvèrent le thé servi, puis, après s'être débarrassés de leurs manteaux, ils s'assirent et se mirent à regarder alentour, tandis que Madame Humney les servait. Tout à coup, Madame Otis aperçut une tache rouge sombre sur le parquet, tout près de la cheminée, et, sans la moindre idée de ce qu'elle signifiait réellement, elle dit à Madame Humney, « Ah, je crains qu'on ait répandu là quelque chose. » « Oui, madame, » répondit la vieille gouvernante d'une voix assourdie, « on a répandu du sang en cet endroit. » « C'est horrible !» s'écria Madame Otis. « Je n'aime pas du tout les taches de sang dans la salle de séjour. Il faut la nettoyer tout de suite. » La vieille femme sourit, puis répondit de la même voix sourde et mystérieuse, « C'est le sang de Lady Éléanore de Canterville, qui fut assassinée en cet endroit même par son mari, Sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon lui survécut 9 ans et disparut tout à coup dans des circonstances très mystérieuses. Son corps n'a jamais été découvert, mais son esprit, coupable, hante encore le manoir. Cette tache de sang a été admirée par les touristes et autres, et il est impossible de l'enlever. « Oh, tout ça c'est de la blague !» s'écria Washington Otis. « Le super détergent Pinkerton, le meilleur détachant, enlèvera ça en un rien de temps. » Et avant que la gouvernante épouvantée n'eût eu le temps d'intervenir, il était tombé à genoux et frottait rapidement le parquet avec un petit bâton de ce qui ressemblait à un cosmétique noir. Au bout de quelques instants, on ne voyait plus aucune trace de la tache de sang. « Ah, je savais bien que le Pinkerton en viendrait à bout !» s'écria-t-il triomphalement, comme il se tournait vers sa famille pleine d'admiration. Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'un éclair terrible illumina la pièce sombre. Un horrible coup de tonnerre les fit tous bondir, et Madame Humney s'évanouit. « Quel climat monstrueux !» dit avec calme le ministre américain, tout en allumant un long cigare. « Je parie que le vieux pays est tellement surpeuplé qu'il n'y a pas assez de beau temps pour tout le monde. J'ai toujours été d'avis que l'émigration est la seule chose qui convienne à l'Angleterre. » « Mon cher Hiram, » s'écria Mrs. Otis, « que pouvons-nous faire d'une femme qui s'évanouit ?»« Il faut le lui retenir sur ses gages, comme la casse, » répondit le ministre. « Après cela, elle ne s'évanouira plus. » Au bout de quelques instants, Madame Humney revint à elle.
On ne pouvait douter cependant qu'elle était extrêmement inquiète et elle avertit sévèrement M. Otis de prendre garde aux malheurs à venir. « J'ai vu de mes yeux, monsieur, des choses, dit-elle, qui feraient dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel chrétien. Et nombreux sont les nuits où je n'ai pas fermé l'œil à cause des choses épouvantables qui se passent ici. » M. Otis et sa femme assurèrent chaleureusement l'honnête vieille qu'ils n'avaient pas peur des fantômes. Puis, après avoir invoqué les bénédictions de la Providence sur son nouveau maître et sa nouvelle maîtresse, et jeté les bases d'une augmentation d'appointements, la vieille gouvernante s'en alla d'un pas mal assuré vers sa chambre. L'orage se déchaîna toute la nuit, mais il ne se produisit rien de notable. Toutefois, le lendemain matin, lorsqu'ils descendirent pour le petit déjeuner, ils retrouvèrent la terrible tache de sang sur le parquet. « Je ne crois pas que ce soit la faute du super détergent, dit Washington. Je l'ai essayé surtout. Ça doit être le fantôme. » Il effaça donc une seconde fois la tache, mais le lendemain matin, elle reparut encore. Le matin du 3e jour, elle était là, bien que la bibliothèque eût été fermée à clé pour la nuit, par M. Otis lui-même, et qu'il eût monté la clé à l'étage. Toute la famille fut dès lors très intéressée par cet événement. M. Otis commença à soupçonner qu'il avait été trop dogmatique dans sa dénégation de l'existence des fantômes. Madame Otis manifesta son intention de faire partie de la société psychique, et Washington prépara une longue lettre à M. et Madame Myers et Podmore au sujet de la permanence des taches sanglantes lorsqu'elles se rattachent à un crime. Cette nuit-là, tous les doutes relatifs à l'existence objective des fantômes furent levés à tout jamais. La journée avait été chaude et ensoleillée, et à la fraîcheur du soir, toute la famille alla faire une promenade en voiture. Ils ne rentrèrent qu'à 9 heures et prirent alors un souper léger. Il ne fut absolument pas question de fantômes dans la conversation, de sorte qu'il n'y avait même pas ces conditions initiales d'attente réceptive qui précèdent si souvent la manifestation de phénomènes psychiques. Les sujets dont il fut question, ainsi que je l'ai appris par la suite de la bouche de M. Otis, furent simplement de ceux qui constituent la conversation habituelle des Américains cultivés, tels que l'immense supériorité comme actrice de Miss Fanny Davenport sur Sarah Bernhardt, la difficulté qu'il y avait à se procurer des épis de maïs vert, des galettes de sarrasin et de la semoule de maïs, même dans les meilleures maisons anglaises, l'importance de Boston dans le développement de l'âme mondiale, les avantages du système de vérification des bagages dans les voyages en chemin de fer et la douceur de l'accent de New York en comparaison du parler traînard de Londres. On ne fit aucune référence au surnaturel, ni aucune allusion à Sir Simon de Canterville. À 11 heures, la famille se retira et dès 11h30, toutes les lumières étaient éteintes. Quelque temps après, M. Otis fut réveillé par un bruit bizarre dans le couloir, à l'extérieur de sa chambre. On eût dit un tintement de métal, et il semblait se rapprocher de moment en moment. Il se leva immédiatement, frotta une allumette et regarda l'heure. Il était exactement 1 heure. Il était très calme, et se tâta le pouls, qui n'était nullement fébrile. Le bruit étrange se poursuivait, et il entendit en même temps distinctement un bruit de pas. Il chaussa ses pantoufles, prit dans son nécessaire de toilette une petite fiole oblongue, puis ouvrit la porte. Juste en face de lui, il vit au pâle clair de lune un vieillard d'aspect terrible. Il avait des yeux pareils à des charbons incandescents, une longue chevelure grise lui tombait sur les épaules en tresses emmêlées. Ses vêtements, d'une coupe ancienne, étaient sales et déchiquetés. De lourdes menottes et des fers rouillés lui pendaient aux poignets et aux chevilles. « Ah, cher monsieur !» dit M. Otis. « Permettez-moi vraiment d'insister auprès de vous pour que vous huiliez ces chaînes. Je vous ai apporté à cette fin un petit flacon de lubrifiant Soleil Levant, Tamani. On le dit efficace dès la première application. Et il y a sur l'emballage plusieurs témoignages provenant de quelques-uns de nos théologiens les plus éminents. Je le laisse ici, pour vous, à côté des chandeliers. Et je me ferai un plaisir de vous en fournir encore, au cas où vous en auriez besoin.
Sur ces mots, le ministre des États-Unis posa le flacon sur une table de marbre et, fermant sa porte, se retira dans sa chambre pour se reposer. Un instant, le spectre des Canterville demeura absolument immobile, dans un accès d'indignation bien naturel, puis, jetant violemment le flacon sur le parquet poli, il s'enfuit le long du couloir en poussant des gémissements sourds et en émettant une lueur verdâtre et fantomale. Mais au moment précis où il atteignit le haut du grand escalier de chêne, une porte s'ouvrit brusquement, 2 petites formes blanches apparurent et un gros oreiller lui frôla la tête en sifflant. Il n'y avait manifestement pas de temps à perdre. Aussi, adoptant à la hâte comme moyen d'évasion la 4e dimension de l'espace, disparut-il à travers le lambris et la maison devint absolument silencieuse. Dès qu'il eut atteint un petit cabinet secret dans l'aile gauche, il s'appuya contre un rayon de lune pour reprendre haleine et se mit à essayer de faire le point de sa situation. Jamais, au cours d'une carrière brillante et ininterrompue de 300 ans, il n'avait été aussi grossièrement insulté. Il songea à la duchesse douairière qu'il avait fait s'évanouir au moment où elle se tenait debout devant son miroir avec ses dentelles et ses diamants, aux 4 servantes qui avaient été saisies d'une crise d'hystérie alors qu'il leur avait seulement ri au nez à travers les rideaux de l'une des chambres d'invités, au recteur de la paroisse dont il avait soufflé la bougie tandis qu'il sortait de la bibliothèque un soir à une heure avancée et qui avait été depuis lors soigné par Sir William Gull, car il était devenu la victime exemplaire des désordres nerveux, et à la vieille Madame de Trémouillac, qui, s'étant réveillée un matin de bonne heure et ayant aperçu un squelette assis dans un fauteuil près du feu et lisant son journal intime, avait dû garder le lit pendant 6 semaines avec une fièvre cérébrale, et qui, après sa guérison, s'était réconciliée avec l'Église, puis avait rompu ses relations avec ce sceptique notoire, M. de Voltaire. Il se rappela cette nuit terrible où l'abominable Lord Canterville avait été trouvé étouffant dans son cabinet de toilette, le valet de carreau fiché à mi-chemin dans la gorge, et où il avait avoué juste avant de mourir qu'il avait gagné à Charles James Fox, chez Crockford, en trichant 50 000 livres au moyen de cette même carte, puis avait juré que le fantôme la lui avait fait avaler. Tous ces grands triomphes lui revinrent en mémoire, depuis le maître d'hôtel qui s'était tué d'un coup de pistolet dans l'office parce qu'il avait vu une main verte frappant au carreau, jusqu'à la belle Lady Stutfield, qui fut toujours contrainte de porter un ruban de velours noir autour de la gorge pour cacher la brûlure de 5 doigts sur sa peau blanche, et qui finit par se noyer dans l'étang aux carpes à l'extrémité de l'allée du roi. Avec l'égotisme enthousiasme du véritable artiste, il passa en revue ses exploits les plus célèbres et eut un sourire amer à son adresse en se remémorant sa dernière apparition comme Ruben le Rouge ou le nourrisson étranglé, son début comme Gédéon le Jaune, le suceur de sang de Bexleymoor, et le succès prodigieux qu'il avait obtenu par une splendide soirée de juillet, simplement en jouant au quilles avec ses propres ossements sur le court de tennis gazonné. Et après tout cela, quelques misérables Américains modernes devaient venir lui offrir le lubrifiant soleil levant et lui lancer des oreillers à la tête. C'était absolument intolérable. D'ailleurs, aucun fantôme de l'histoire n'avait jamais été traité ainsi. Aussi résolut-il de se venger, et il demeura jusqu'au jour dans une attitude de méditation profonde. Le lendemain matin, quand les membres de la famille Otis se retrouvèrent au petit déjeuner, ils parlèrent assez longuement du fantôme. Le ministre des États-Unis fut naturellement un peu contrarié de constater que son cadeau n'avait pas été accepté. « Je ne désire pas faire au fantôme une injure personnelle, et je dois avouer qu'étant donné le temps qu'il a passé dans la maison, j'estime qu'il n'est pas du tout poli de lui lancer des oreillers. » Remarque fort juste que les jumeaux, je regrette d'avoir à le dire, accueillirent avec des éclats de rire. « D'autre part, reprit-il, s'il refuse véritablement de se servir de lubrifiant au soleil levant, il faudra que nous lui enlevions ses chaînes. Il serait absolument impossible de dormir avec un tel bruit dans le couloir. » Pendant le reste de la semaine, toutefois, ils ne furent plus dérangés. La seule chose qui suscita quelque attention
étant le renouvellement constant de la tache de sang sur le parquet de la bibliothèque. C'était une chose très étrange, car la porte était toujours fermée à clé, le soir par M. Otis, et les fenêtres étaient tenues soigneusement closes. La couleur changeante de la tache suscita aussi beaucoup de commentaires. Certains jours au matin, elle était d'un rouge sombre, presque indien. Puis elle était de teinte vermillon, devenait d'un pourpre généreux, et un jour qu'ils étaient descendus pour la prière familiale, selon les rites simples de la libre Église américaine épiscopalienne réformée, ils la trouvèrent d'un éclatant vert émeraude. Ces changements kaléidoscopiques amusèrent naturellement beaucoup toute la bande, et les paris étaient librement ouverts à ce sujet tous les soirs. La seule personne qui ne participa point à la plaisanterie était la petite Virginia, qui, pour quelques raisons inexpliquées, était toujours passablement contrariée à la vue de la tache de sang, et qui faillit pleurer le jour où elle était vert émeraude. La seconde apparition du fantôme eut lieu le dimanche soir. Peu après être allés se coucher, ils furent soudain alarmés par un fracas épouvantable dans le vestibule. Étant redescendus précipitamment, ils constatèrent qu'une énorme armure ancienne s'était détachée de son socle et était tombée sur le dallage, tandis qu'assis dans un fauteuil à haut dossier, le fantôme des Canterville se frottait les genoux, le visage empreint d'une expression de souffrance immense. Les jumeaux, qui avaient emporté leur sarbacane, lui décochèrent immédiatement 2 boulettes, avec cette précision dans le pointage qui ne peut être obtenue que par une longue pratique attentive sur son professeur. Cependant que le ministre des États-Unis le menaçait de son revolver et le sommait, conformément à l'étiquette californienne, de lever les mains. Le fantôme se dressa d'un sursaut avec un hurlement sauvage de colère et passa au travers d'eux comme une brume, éteignant au passage la bougie de Washington Otis, ce qui les laissa tous dans l'obscurité complète. Lorsqu'il arriva au haut de l'escalier, il reprit ses esprits et résolut de lancer son célèbre éclat de rire démoniaque. Il l'avait, en plus d'une circonstance, trouvé extrêmement utile. On dit que ce rire avait, en une seule nuit, rendu blanche la perruque de Lord Raker. Et il avait certainement été cause que 3 des institutrices françaises de Lady Canterville avaient donné congé avant d'avoir terminé leur premier mois. Il lança donc son rire le plus horrible, tant que le vieux toit voûté en retentit tout entier. Mais à peine le dernier éclat se fut-il amorti, qu'une porte s'ouvrit et que Madame Otis sortit de sa chambre, vêtue d'un peignoir bleu ciel. « Votre santé me paraît vraiment laisser à désirer, dit-elle. Je vous ai apporté un flacon de teinture du docteur Dobell. Si c'est une indigestion, vous constaterez que c'est un remède tout à fait excellent. » Durant quelques jours après ces événements, il fut extrêmement malade et il ne quitta sa chambre que pour assurer l'entretien de la tache de sang. Cependant, à force de soins, il guérit et résolut de faire une 3e tentative en vue d'effrayer le ministre des États-Unis et sa famille. Il choisit le vendredi 17 août pour effectuer son apparition et employa la majeure partie de cette journée à passer en revue sa garde-robe, se décidant finalement pour un grand chapeau mou avec une plume rouge, un linceul plissé au poignet et au col, et un poignard rouillé. Vers le soir, il y eut une pluie violente. Le vent était tellement fort que toutes les fenêtres et les portes de la vieille maison en tremblaient et claquaient. En fait, c'était le temps qu'il aimait. Voici quel était son plan de campagne. Il devait se rendre sans bruit dans la chambre de Washington Otis, lui baragouiner quelque chose d'inintelligible du pied du lit et s'enfoncer par 3 fois le poignard dans la gorge au son d'une musique lente. Il en voulait tout particulièrement à Washington, car il savait fort bien que c'était lui qui avait l'habitude d'effacer la célèbre tache de sang des Canterville au moyen du célèbre super détergent Pinkerton. Ayant ainsi amené le jouvenceau téméraire et imprudent à un état de terreur abjecte, il devait alors se rendre dans la chambre occupée par le ministre des États-Unis et sa femme, et là, poser une main moite sur le front de Madame Otis,
cependant qu'il susurrait avec un sifflement à l'oreille de son mari les secrets effroyables du charnier. En ce qui concerne la petite Virginia, il ne s'était pas entièrement décidé, elle ne l'avait jamais insulté d'aucune façon, et elle était jolie et douce. À 10h30, il entendit la famille qui allait se coucher. Pendant quelque temps, il fut dérangé par des éclats de rire déchaînés des jumeaux qui, avec la gaieté insouciante des écoliers, s'amusaient manifestement avant de se retirer pour la nuit. Mais à 11h15, tout était silencieux et, aux 12 coups de minuit, il se mit en route. La chouette battait des ailes contre les vitres, le corbeau croissait du haut du vieil if, et le vent tournait en gémissant autour de la maison comme une âme en peine. Mais la famille Otis dormait sans se douter du destin qui l'attendait, et, dominant de haut la pluie et le vent, il entendait le ronflement régulier du ministre des États-Unis. Il sortit furtivement de derrière le lambris, avec un sourire méchant au coin de sa bouche cruelle et ridée, et la lune se voila la face sous un nuage, tandis qu'il se glissait devant la grande fenêtre en saillie, où ses armes et celles de son épouse assassinée étaient blasonnées en azur et or. Il poursuivit son chemin sans bruit, pareil à une ombre mauvaise, et l'obscurité elle-même semblait la voir en horreur tandis qu'il s'avançait. À un moment, il crut entendre quelque chose qui l'appelait, et il s'arrêta. Mais ce n'était que l'aboiement d'un chien de la ferme rouge, et il continua à marcher en murmurant d'étranges jurons du XVIe siècle et brandissant à tout instant le poignard rouillé dans l'air de minuit. Enfin, il atteignit l'angle du couloir qui menait à la chambre de l'infortuné Washington. Un instant, il s'y arrêta, cependant que le vent faisait voler ses longues boucles grises autour de sa tête et tordait en plis grotesques et fantastiques l'horreur sans nom du linceul du mort. Puis l'horloge sonna le quart, et il se dit que l'heure était venue. Il rit pour lui-même et tourna le coin du couloir. Mais à peine l'eut-il fait qu'il recula, avec un gémissement pitoyable de terreur, et cacha son visage blême dans ses longues mains osseuses. Juste en face de lui se dressait un fantôme, horrible, immobile comme une statue de pierre et monstrueux comme le rêve d'un démon. Sa tête était chauve et brunie, son visage rond, gras et blanc. Un rire hideux semblait lui avoir tordu les traits en une grimace éternelle. Des yeux s'échappait une lumière écarlate. La bouche était un large puits de feu, et un vêtement hideux, pareil au sien, enveloppait de ces neiges silencieuses la forme titanesque. Sur sa poitrine était un écriteau portant une inscription étrange, en caractères antiques. Et cela ressemblait à une banderole de honte, au rappel d'horribles fautes, à une liste de crimes effroyables. Et dans sa main droite, l'apparition brandissait un glaive d'acier brillant. N'ayant encore jamais vu de fantôme, il fut naturellement fort épouvanté, et après un second coup d'œil lancé en hâte au spectre effrayant, il s'enfuit, puis regagna sa chambre, se prenant les jambes dans son long linceul pendant qu'il dévalait le long du couloir, et laissant tomber, en fin de compte, le poignard rouillé dans les bottes du ministre, où il fut retrouvé le lendemain matin par le maître d'hôtel. Une fois dans l'intimité de son appartement, il se jeta sur un petit grabat et enfouit son visage sous les draps. Au bout de quelque temps, toutefois, le vieux courage des Canterville reprit ses droits et il résolut d'aller parler à l'autre fantôme dès qu'il ferait jour. Aussi, dès que l'aube eut commencé d'argenter les collines, il retourna vers l'endroit où il avait d'abord aperçu le spectre menaçant, ayant le sentiment qu'après tout, deux spectres valaient mieux qu'un seul, et que, grâce à l'aide de son nouvel ami, il pourrait en toute sécurité se colter avec les jumeaux. En y arrivant, cependant, un spectacle terrible s'offrit à sa vue. Quelque chose était arrivé au fantôme, car la lumière s'était totalement évanouie de ses yeux creux, le glaive luisant était tombé de sa main, et il s'appuyait au mur dans une attitude
raide et incommode. Il s'élança en avant et le saisit dans ses bras lorsque, à son horreur, la tête se détacha et roula à terre. Le corps se coucha et il s'aperçut qu'il étreignait un rideau de lit en coton blanc, tandis qu'un balai, un hachoir de cuisine et un navet creux étaient étendus à ses pieds. Incapable de comprendre cette transformation curieuse, il agrippa le placard avec une hâte terrible et il y lut, à la lumière grisaillante et matinale, ces mots effrayants: fantôme, Otis, seul spectre véritable et originel. Méfiez-vous des contrefaçons, tous les autres sont faux. Comme un éclair, la vérité se fit jour dans son esprit. On s'était moqué de lui. Il avait été joué, floué. La vieille expression des Canterville passa dans ses yeux. Il serra ses mâchoires édentées et, levant ses mains flétries bien au-dessus de sa tête, il jura, selon la phraséologie pittoresque de la vieille école, que quand Chanteclair aurait fait retentir par 2 fois son corps joyeux, l'action sanglante s'accomplirait et le meurtre se mettrait en chemin de ses pieds silencieux. À peine eut-il terminé ce serment effroyable que, du haut du toit, aux tuiles rouges d'une ferme lointaine, un coq chanta. Il partit d'un long rire bas et amer et attendit. D'heure en heure, il prolongea son attente, mais le coq, pour quelque raison étrange, ne chanta plus. Enfin, à 7h30, l'arrivée des servantes le contraignit à abandonner son effrayante veille et il regagna doucement sa chambre, songeant à son vain espoir et à son dessein contrecarré. Là, il consulta plusieurs livres de chevalerie ancienne qu'il affectionnait beaucoup et constata que chaque fois qu'on avait fait usage de ce serment, Chanteclair avait toujours chanté une seconde fois. « Que le diable emporte le maudit volatile !» murmura-t-il. À l'époque, je l'aurais embroché avec ma forte lance et je l'aurais fait chanter pour moi, jusque dans la mort. Il se retira alors dans un confortable cercueil de plomb où il demeura jusqu'au soir. Après cela, on ne le vit plus en expédition nocturne. Les jumeaux se tinrent en embuscade à plusieurs reprises pour le surprendre et parsemèrent les couloirs de coqs de noix tous les soirs, à la grande gêne de leurs parents et des domestiques. Mais ce fut en vain. Il était bien manifeste qu'il se sentait tellement blessé dans ses sentiments qu'il refusait de paraître. Monsieur Otis, en conséquence, se remit à son important travail sur l'histoire du Parti démocrate, auquel il se consacrait depuis plusieurs années. Madame Otis organisa un merveilleux déjeuner de fruits de mer qui emplit de stupéfaction tout le comté. Les gamins s'adonnèrent à des parties de poker et autres jeux nationaux américains, et Virginia parcourut les chemins sur son poney, accompagnée par le jeune duc de Cheshire, qui était venu passer la dernière semaine de ses vacances à Canterville Chase. Il fut généralement admis que le fantôme était parti, et M. Otis écrivit une lettre à cet effet à Lord Canterville, qui, en réponse, exprima la grande satisfaction que lui causait cette nouvelle, puis adressa toutes ses félicitations à la digne épouse du ministre. Quelques jours après ces événements, Virginia et son cavalier aux cheveux bouclés se promenèrent à cheval par les prés de Brockley, où elle déchira tellement ses vêtements en traversant une haie qu'elle résolut, en rentrant, de monter par l'escalier dérobé afin qu'on ne la vît pas. Comme elle passait en courant devant la chambre aux tapisseries, dont la porte se trouvait être ouverte, elle pensa voir quelqu'un dans la pièce. Et, croyant que c'était la femme de chambre de sa mère, qui s'y installait parfois avec son ouvrage, elle y entra pour lui demander de faire une reprise à sa jupe. Mais, à son immense surprise, c'était le spectre des Canterville en personne. Il était assis à la fenêtre, contemplant l'or pâlissant des arbres qui flottaient dans l'air et les feuilles rouges qui dansaient follement dans la longue allée. Sa tête était appuyée contre sa main et toute son attitude exprimait une dépression extrême.
Il avait l'air si abandonné et en si piteux état que la petite Virginia, dont la première pensée avait été de s'enfuir et de s'enfermer à clé dans sa chambre, fut remplie de pitié et résolut d'essayer de le réconforter. Sa démarche était si légère et si profonde la mélancolie du fantôme qu'il ne s'aperçut pas de sa présence avant qu'elle ne lui eût parlé. « Je suis désolée pour vous, dit-elle. Mes frères rentrent demain à Eton, et alors, si vous vous conduisez bien, personne ne vous ennuiera. » Est absurde de me demander de me bien conduire, répondit-il, se retournant vers la jolie fillette qui avait osé lui adresser la parole. Absolument absurde. Il faut que je secoue mes chaînes et que je gémisse à travers les trous des serrures et que j'erre pendant la nuit, si c'est là ce que vous voulez dire. C'est ma seule raison d'être. Ce n'est pas une raison d'être, et vous savez que vous avez été très méchant. Madame Humney nous a dit, le jour même de notre arrivée, que vous aviez tué votre femme. Je le reconnais volontiers, dit le spectre d'un ton pétulant, mais c'était là une pure affaire de famille, qui ne regardait personne d'autre. C'est très mal de tuer qui que ce soit, dit Virginia, qui avait par moments une charmante gravité héritée de quelques vieils ancêtres de la Nouvelle-Angleterre. Ah, je déteste la sévérité facile de l'éthique abstraite. Ma femme était très laide. Elle ne faisait jamais empeser convenablement les fraises de ma collerette et ne connaissait rien en cuisine. Voyons, je me souviens d'un daim que j'avais abattu dans les bois de Hogley. Magnifique. Et savez-vous comment elle l'a fait servir sur la table? Enfin, peu importe à présent, car tout cela est passé. Et je ne crois pas que cela ait été bien gentil de la part de ses frères de me faire mourir de faim. Quand bien même je l'aurais tué. Mourir de faim? Oh, monsieur le fantôme, je veux dire, Sir Simon, avez-vous faim? J'ai un sandwich dans mon sac, le voulez-vous? Non, merci, je ne mange jamais rien à présent. Mais c'est bien aimable à vous, néanmoins, et vous êtes beaucoup plus gentil que le reste de votre affreuse famille grossière, vulgaire et malhonnête. Assez! S'écria Virginia, frappant du pied le parquet. C'est vous qui êtes grossier, affreux et vulgaire. Et quant à la malhonnêteté, vous savez très bien que vous avez volé les couleurs dans ma boîte pour essayer de raviver cette ridicule tache de sang dans la bibliothèque. Vous avez commencé par prendre tous mes rouges, y compris le vermillon. Et je n'ai plus pu faire de coucher de soleil. Et puis vous avez pris le vert émeraude et le jaune de chrome, et finalement il ne m'est plus rien resté que l'indigo et le blanc de Chine, si bien que je n'ai pu rien faire d'autre que des clairs de lune, qui sont toujours déprimants à regarder et ne sont pas du facile du tout à peindre. Je ne vous ai jamais dénoncé, bien que j'ai été très ennuyé, et tout l'ensemble a été très ridicule. Car qui a jamais entendu parler de sang vert émeraude? Ah, ma foi, en somme, dit le fantôme d'un ton assez soumis, que pouvais-je faire? C'est une chose difficile que de se procurer du sang à notre époque, et puisque votre frère est à l'origine de toute l'affaire, avec son super détergent, je n'ai vu aucune raison de ne pas m'approprier vos couleurs. Quant à la teinte, c'est une affaire de goût. Les Canterville ont du sang bleu, par exemple. Le plus bleu qui soit en Angleterre. Mais je sais que vous autres, Américains, vous ne vous intéressez pas aux choses de ce genre. Vous n'en avez absolument rien, vous n'en savez absolument rien, et ce que vous auriez de mieux à faire, ce serait d'émigrer pour vous cultiver l'esprit. Mon père ne sera que trop heureux de vous faire entrer librement. Et bien qu'il y ait des droits élevés sur les spiritueux de toute nature, il n'y aura pas de difficulté à la douane. Les fonctionnaires, ils sont tous démocrates. Une fois à New York, vous aurez certainement beaucoup de succès. Je connais des tas de gens qui donneraient 100 000 $ pour avoir un grand-père. Et bien plus encore, pour avoir un fantôme de famille. Ah, je crois que ça ne me plairait pas, l'Amérique. Sans doute parce que nous n'avons pas de ruines, ni de curiosité, dit Virginia.
Pas de ruine, pas de curiosité, répondit le spectre. Vous avez votre marine et vos façons. Bonsoir. Je vais aller demander à papa d'obtenir pour les jumeaux 8 jours de congé supplémentaires. Je vous en prie, ne partez pas. Mademoiselle Virginia, s'écria-t-il, je suis si solitaire et si malheureux, et je ne sais vraiment que faire. Je voudrais m'endormir, et je ne le puis pas. C'est complètement absurde. Vous n'avez tout simplement qu'à vous mettre au lit et à souffler la bougie. Il est très difficile parfois de rester éveillé, en particulier à l'église, mais il n'y a absolument aucune difficulté à s'endormir. Voyons, les bébés eux-mêmes savent faire cela, et ils ne sont pas très malins. Il y a 300 ans que je n'ai pas dormi, dit-il tristement. Et les beaux yeux bleus de Virginia s'ouvrirent, pleins d'étonnement. Oui, je n'ai pas dormi depuis 300 ans. Et je suis si fatigué. Virginia devint toute grave, et ses petites lèvres frémirent, pareilles à des pétales de rose. Elle s'approcha de lui et, s'agenouillant tout contre lui, leva les yeux sur son vieux visage flétri. « Pauvre, pauvre fantôme, murmura-t-elle, n'avez-vous nul endroit où vous puissiez dormir ? Loin, là-bas, au-delà des bois de pins, répondit-il d'une voix basse et rêveuse, il y a un petit jardin. L'herbe y croît, longue et drue, et il y a là les grosses étoiles blanches de la fleur de ciguë, et le rossignol y chante toute la nuit il chante, et la lune froide et cristalline y pose ses regards, et l'if étend ses bras géants au-dessus des dormeurs. » Les yeux de Virginia s'embuèrent de larmes, et elle se cacha la tête dans les mains. « Vous voulez dire le jardin de la mort ?» chuchota-t-elle. « Ouais, la mort. La mort doit être belle, reposée dans la terre molle et brune, tandis que les herbes ondulent au-dessus de votre tête. Ah, écoutez le silence. N'avoir pas d'hier et pas de demain. Oubliez le temps. Pardonner la vie. Être en paix. Vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'ouvrir le portail de la maison de la mort, car l'amour est toujours avec vous. Et l'amour est plus fort que la mort. Virginia se mit à trembler. Elle fut parcourue d'un frisson glacial, et pendant quelques instants, il y eut un silence. Elle avait l'impression d'être au milieu d'un rêve terrible. Puis, le fantôme se remit à parler, et sa voix ressemblait au soupir du vent. « Avez-vous lu la vieille prophétie sur la fenêtre de la bibliothèque ?»« Oh, souvent !» s'écria la fillette, levant les yeux. « Je la connais très bien. Elle est peinte en drôles de lettres noires, et elle est difficile à lire. Il n'y a que 6 vers. Quand la fille aux cheveux d'or aura arraché les mots d'une prière aux lèvres du péché, quand l'amandier stérile aura repris ses charmes, et qu'un petit enfant aura donné ses larmes, alors cette maison redeviendra tranquille et la paix reviendra sur les Canterville. » Mais je ne sais pas ce qu'elle signifie. « Il signifie, dit-il tristement, qu'il faut que vous pleuriez avec moi mes péchés, parce que je n'ai point de larmes, et que vous priez avec moi pour mon âme, parce que je n'ai point de foi. Et alors, si vous avez toujours été douce, sage et gentille, l'ange de la mort aura pitié de moi. Vous verrez des formes effrayantes dans l'obscurité, et des voix mauvaises vous parleront à l'oreille, mais elles ne vous feront pas de mal, car contre la pureté d'un petit enfant, les puissances de l'enfer ne peuvent rien. » Virginia ne répondit rien, et le spectre se tordit les mains en désespoir farouche, tandis qu'il abaissait son regard sur la tête penchée et dorée de la fillette. Tout à coup,
Elle se redressa, toute pâle, avec une lueur étrange dans les yeux. « Je n'ai pas peur, dit-elle avec fermeté, et je demanderai à l'ange d'avoir pitié de vous. » Il se leva de son siège avec un petit cri de joie, puis, lui prenant la main, se pencha sur elle avec une grâce d'un autre temps et la baisa. Il avait les doigts froids comme de la glace et les lèvres brûlantes comme du feu. Mais Virginia n'hésita pas, tandis qu'il lui faisait traverser la pièce tamisée d'ombre. Une dizaine de minutes plus tard, la cloche sonna pour le thé, et comme Virginia ne descendait pas, Madame Otis envoya un des laquais la prévenir. Il revint au bout d'un moment, disant qu'il ne trouvait nulle part Miss Virginia. Comme elle avait l'habitude de sortir tous les soirs au jardin afin de cueillir des fleurs pour orner la table au dîner, Madame Otis ne fut pas inquiète tout d'abord, mais lorsque 6 heures sonnèrent, sans que parût Virginia, elle fut vraiment inquiète et envoya les garçons à sa recherche, cependant qu'elle-même, avec M. Otis, fouillait chacune des pièces de la maison. À 6h30, les garçons entrèrent, disant qu'ils ne trouvaient nulle part trace de leur sœur. Ils étaient tous, à présent, dans un état de violente surexcitation et ne savaient que faire. Lorsqu'ils eurent fini, M. Otis, en dépit des supplications du petit duc, leur ordonna à tous d'aller se coucher, disant qu'on ne pouvait rien faire de plus ce soir-là et qu'il télégraphierait dès le matin à Scotland Yard pour qu'on envoyât immédiatement un détective sur les lieux. Juste au moment où ils sortaient de la salle à manger, minuit commença à sonner au clocher et lorsque retentit le dernier coup, ils entendirent un fracas et un cri perçant. Un coup de tonnerre épouvantable ébranla la maison. Les sons d'une musique irréelle flottèrent dans l'air. Un panneau au sommet de l'escalier s'enfonça brusquement dans le mur avec un bruit violent, et la petite Virginia, très pâle et toute blanche, sortit sur le palier, portant dans sa main une cassette. Dans l'instant, ils se précipitèrent tous sur elle. Madame Otis l'étreignit passionnément dans ses bras, le duc la couvrit de baisers violents, et les jumeaux exécutèrent une danse sauvage, guerrière, autour du groupe. « Grand Dieu, mon enfant, où étais-tu passé ?» dit M. Otis avec un peu de colère, croyant qu'elle leur avait fait une farce stupide. « Cecil et moi, nous avons battu la campagne à ta recherche, et ta mère était morte de peur. Il ne faut plus jouer de tours semblables. »« Sauf aux fantômes, hurlèrent les jumeaux tout en gambadant en tous sens. « Ma chérie, Dieu soit loué, on t'a retrouvée. Il ne faudra plus jamais me quitter, » murmura Madame Otis, tandis qu'elle embrassait l'enfant tremblante et démêlait ses cheveux dorés. « Papa, dit Virginia avec calme, j'étais avec le fantôme. Il est mort. Et il faut que vous veniez le voir. Il avait été bien méchant, mais il a regretté sincèrement tout ce qu'il avait fait, et il m'a donné, avant de mourir, cette boîte de bijoux magnifiques. » Toute la famille la dévisagea, muette de stupéfaction, mais elle était parfaitement grave et sérieuse. Puis, se retournant, elle les conduisit par l'ouverture de la boiserie le long d'un étroit couloir secret, Washington fermant la marche avec une bougie allumée qu'il avait prise sur la table. Ils arrivèrent finalement à une grande porte de chêne, garnie de clous rouillés. Quand Virginia la toucha, elle bascula sur ses gonds et ils se trouvèrent dans une petite pièce basse, au plafond voûté, avec une fenêtre minuscule et munie de barreaux. Encastré dans le mur, il y avait un énorme anneau de fer auquel était enchaîné un squelette, étendu de tout son long sur le sol de pierre, et qui paraissait essayer de saisir de ses longs doigts décharnés un plat et une cruche à eau de forme démodée et qui était placée juste hors de sa portée. La cruche avait été évidemment remplie d'eau, jadis,
car elle était recouverte à l'intérieur d'une moisissure verte. Il n'y avait rien sur le plat, si ce n'est de la poussière amoncelée. Virginia s'agenouilla à côté du squelette et, joignant ses petites mains, se mit à prier silencieusement, cependant que les autres contemplaient, saisis d'étonnement, la tragédie terrible dont le secret leur était à présent révélé. « Tiens !» s'écria tout à coup l'un des jumeaux qui avait regardé par la fenêtre pour essayer de découvrir dans quelle aile de la maison la chambre était située. « Tiens, le vieil amandier, tout desséché, a fleuri. Je vois distinctement les fleurs au clair de lune. » « Dieu lui a pardonné, » dit gravement Virginia, se relevant, et son visage parut s'illuminer d'une lumière splendide. « Quel ange vous êtes !» s'écria le jeune duc, et il lui passa le bras autour du cou, puis l'embrassa. Quatre jours après ces curieux incidents, une procession funèbre partit de Canterville Chase vers 11 heures du soir. Le corbillard était traîné par 8 chevaux noirs, dont chacun portait sur la tête une grosse touffe de plumes d'autruche ondulantes, et le cercueil de plomb était recouvert d'un somptueux drap de pourpre, sur lequel était brodé en or l'écusson des Canterville. À côté du corbillard et des voitures marchaient les domestiques, portant des torches allumées, et toute la procession était merveilleusement impressionnante. Lord Canterville conduisait le deuil, étant venu tout exprès du pays de Galles pour assister aux obsèques, et il avait pris place dans la première voiture avec la petite Virginia. Puis venait le ministre des États-Unis et sa femme, puis Washington et les 3 garçons. Et dans la dernière voiture se trouvait Madame Humney. On était convenu que, comme elle avait été effrayée par le fantôme durant plus de 50 années de sa vie, elle avait le droit de l'accompagner à sa dernière demeure. Une fosse profonde avait été creusée dans l'angle du cimetière, juste sous le vieil if, et l'office funèbre fut dit d'une manière fort impressionnante par le révérend Augustus Dampire. La cérémonie terminée, les domestiques, conformément au vieil usage conservé dans la famille des Canterville, éteignirent leurs torches. Et, au moment où le cercueil était descendu dans la tombe, Virginia s'avança et y déposa une grande croix faite avec des fleurs d'amandier blanches et roses. Au même instant, la lune sortit de derrière un nuage et inonda de son silence argenté le petit cimetière. Du fond d'un bocteau lointain, un rossignol se mit à chanter. Elle songea à la description que lui avait faite le fantôme du jardin de la mort. Ses yeux s'embuèrent de larmes, et c'est à peine si elle prononça une parole au cours du trajet de retour. Le lendemain matin, avant que Lord Canterville ne fût reparti pour Londres, M. Otis eut un entretien avec lui au sujet des bijoux que le fantôme avait donnés à Virginia. Ils étaient absolument magnifiques, en particulier certains colliers de rubis avec une vieille montre vénitienne, qui était véritablement un spécimen superbe de travail du XVIe siècle. Et leur valeur était si considérable que M. Otis se sentait gêné, se demandant s'il pouvait permettre à sa fille de les accepter. Lord Canterville écouta avec beaucoup de gravité le discours du digne ministre, tirant de temps à autre sa moustache grise afin de dissimuler un sourire involontaire. Lorsque M. Otis eut terminé, il lui serra cordialement la main et dit « Cher monsieur, votre fille, votre charmante petite fille, a rendu à mon malheureux ancêtre, Sir Simon, un service très important. Et ma famille et moi-même, nous avons une lourde dette envers elle pour le courage et la merveilleuse bravoure dont elle a fait preuve. Les bijoux sont manifestement à elle et, par Dieu, je crois que si j'avais le cœur assez sec pour les lui enlever, le vieux scélérat aurait quitté sa tombe d'ici 15 jours et me ferait une vie d'enfer. Quant à l'héritage, rien n'est héritage qui n'ait été mentionné comme tel dans un testament ou un document juridique, et l'existence de ces bijoux est restée totalement inconnue. Je vous assure que je n'ai pas plus de droit sur eux
que votre maître d'hôtel. Et quand Miss Virginia sera adulte, je pense qu'elle sera contente d'avoir de jolies choses à porter. D'ailleurs, vous oubliez, monsieur Otis, que vous avez pris les meubles et le fantôme à leur valeur estimée, et tout ce qui a appartenu au fantôme est passé aussitôt en votre possession, car quelque activité que Sir Simon ait pu manifester dans le couloir, la nuit, au point de vue juridique, il était effectivement mort. Et vous avez acquis ces biens par un achat régulier. Monsieur Otis fut fort contrarié du refus de Lord Canterville et le pria de reconsidérer sa décision. Mais l'aimable père tint bon et amena en fin de compte le ministre à permettre à sa fille de garder le présent que lui avait fait le spectre. Et quand au printemps de 1890, la jeune duchesse de Cheshire fut présentée à la cour lors de la première réception de la reine, à l'occasion de son mariage, ses bijoux firent l'admiration générale. Car Virginia reçut la couronne ducale, qui est la récompense de toutes les bonnes petites filles américaines, et épousa son jeune amoureux dès qu'il atteignit sa majorité. Le duc et la duchesse, quand la lune de miel fut passée, se rendirent à Canterville Chase et, le lendemain de leur arrivée, ils firent une promenade, l'après-midi, au cimetière solitaire proche des bois de pin. Il y avait eu de grosses difficultés au début au sujet de l'épitaphe à inscrire sur la tombe de Sir Simon. Mais on avait décidé, en fin de compte, d'y graver simplement les initiales du vieux gentilhomme avec le verset de la fenêtre de la bibliothèque. La duchesse avait apporté des roses magnifiques qu'elle effeuilla sur la tombe et, après qu'ils s'y furent arrêtés quelque temps, ils entrèrent dans le sanctuaire en ruine de l'ancienne abbaye. La duchesse s'y assit sur un pilier écroulé, tandis que son mari s'étendait à ses pieds, fumant une cigarette et levant ses regards sur ses beaux yeux. Tout à coup, il jeta sa cigarette, lui prit la main et dit « Virginia, une femme ne doit pas avoir de secret pour son mari. » « Mon cher Cecil, je n'ai pas de secret pour toi. »« Mais si, il y en a un, répondit-il en souriant. Tu ne m'as jamais dit ce qui t'est arrivé quand tu étais enfermé avec le fantôme. »« Je ne l'ai jamais dit à personne, dit gravement Virginia. »« Je le sais, mais tu pourrais me le dire, à moi. »« Je t'en prie, ne me le demande pas, Cecil. Je ne puis te le dire. Pauvre Sir Simon, je lui dois beaucoup. Oui, ne ris pas, Cecil, c'est vrai. Il m'a fait voir ce qu'est la vie, ce que signifie la mort, et pourquoi l'amour est plus puissant que l'un et l'autre. Le duc se leva et embrassa sa femme avec amour. « Tu peux garder ton secret tant que j'aurai ton cœur, murmura-t-il. Cela, tu l'as toujours eu, Cecil. Et tu le diras quelque jour à nos enfants, n'est-ce pas ?» Virginia rougit.